Je voudrais, avant de céder la parole à notre président, qui va ouvrir dans quelques instants cette journée d'études, cette longue et dense journée d'études, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je dirige le service culturel et l'auditorium du Musée d'Orsay. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette journée consacrée aux arts décoratifs en Italie de 1900 à 1940. Je voudrais remercier d'abord tous les intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui participer activement à cette journée. Je pense en particulier à nos amis italiens qui sont venus d'un peu partout en Italie, qui sont venus de Rome, de Milan, de Venise, de Vérone, de Pescara et même de New York. Et je remercie bien sûr tous nos amis français aussi et collègues français qui se sont joints également à cette journée. Je voudrais aussi remercier bien sûr tous ceux qui ont participé à l'organisation, à la conception de cette journée. Je remercie Philippe Ferrier, qui est conservateur sculpture au musée d'Orsay, qui est commissaire de l'exposition et co-commissaire de l'exposition consacrée à Adolfo Wild à l'Orangerie. Remercier Beatrice Avanzi, qui est conservateur en charge notamment des collections étrangères et qui est commissaire avec Guy Cocheval de l'exposition Dolce Vita et qui malheureusement est souffrante et évidemment elle est à Vérone, elle est clouée dans son lit et elle regrette amèrement de ne pas pouvoir participer à cette journée dont elle se faisait une joie à l'avance. Et puis remercier ma collègue Scarlett Reliquet, qui est en charge des conférences et des colloques au musée, qui a aussi participé activement à la préparation de cette journée. Cette journée donc aura lieu très brièvement en 3 temps. Il y aura d'abord une matinée. Cette matinée sera consacrée à une série d'interventions. On aura une petite pause en milieu vers 11h. Puis à 12h30, pour le déjeuner, on reprendra nos travaux à 14h30 pour les interrompre vers 17h. Et puis nous nous retrouverons à 19h pour une rencontre qui promet d'être passionnante entre deux grands artistes, 2 grands architectes et designers italiens, Gaetano Pesce qui arrive en ce moment même de New York, et Alessandro Mendini, dont vous savez qu'il est également le scénographe, directeur artistique de l'exposition Dolce Vita. Voilà, ça c'est pour ce soir. À partir de 19h. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole à Guy Cocheval, notre président. Signore e signori, mi Mesdames et permetterò di messieurs, parlare in italiano je perché vais so che la parler en maggior italien parte parce que delle je sais que persone la che sono plupart qui d'entre capiscono vous questa lingua comprennent e mi parfaitement ha l'italien consentito et di le fare parlent. questo Et donc, intervento en perché réalité, so che je tutti sono pense amatori que tous della ici cultura sommes des italiana amateurs de la e culture capiscono italienne et il comprennent mio intervento. parfaitement Tenevo cette molto a intention. fare questa mostra J'avais consacrata vraiment all'arte italiana beaucoup dal 1900 al d'intérêt à 1940, organiser cette che non è una exposition. tranche C'est di une vita période molto importante comune en perché Italie, c'est une generalmente in Francia si tranche divide prima il vraiment 14 importante. dopo il En France, 14. c'est avant 1914 et après 1914, et ici c'est vraiment différent. Donc c'est très intéressant de faire un peu comme le MoMA, c'est-à-dire de partir de 1900 et d'aller jusqu'un 1940 en fin de compte, pour pouvoir montrer une sorte d'archéologie, n'est-ce pas, de toute cette phase, un parcours, un iter qui souvent est évité par la plupart des critiques pour ne pas parler du fascisme, qui évidemment est au milieu, n'est-ce pas, de cette période fatale, si je puis dire. Prima di tutto, Donc tout d'abord, je voudrais dire que le fascisme n'a pas empêché en rien le génie de la plupart des designers, des artistes italiens de cette époque. Le fascisme peut également, comment dirais-je, se reproposer, n'est-ce pas, dans le cadre de cette période, dans le cours de cette période, sans se référer au fascisme en lui-même.
Et puis aussi, troisième point, eh bien, on peut dire que la plupart des artistes italiens ont considéré ou pris du fascisme ce qui leur permettait de rebondir, en fait, vers eh bien, une nouvelle façon de passer, une nouvelle façon d'interpréter la modernité, mais ça n'a pas empêché ce développement. Ainsi que dans l'Union soviétique, beaucoup d'artistes ont été très limités, n'est-ce pas, en particulier quand on pense à Malevich et à son itinéraire, ou bien d'autres qui ont été même tués, en fin de compte, à cette période. Et puis aussi beaucoup d'auteurs qui ont témoigné de ces atrocités de l'époque soviétique et qui ont également chanté et loué cet univers fantastique et ces mouvements fantastiques merveilleux qui existaient dans ces années de Lénine jusqu'à Staline. Et puis, Rodchenko également aussi a pu être un exemple parfait. Volevo dire che abbiamo avuto la fortuna, nous avons eu la chance au musée d'Orsay, même si nous avons fixé la date de 1914, c'est-à-dire c'est notre dernière date, en fin de compte, de pouvoir aller outre à certains moments avec des sujets qui nous permettent, en fin de compte, de passer au-delà de cette limite de l'année 14. 1914, on a fait vraiment beaucoup d'expositions dans le passé, récemment sur Sade, Bonnard, qui est d'ailleurs actuellement, qui est actuellement au musée d'Orsay et qui va jusqu'aux années 40, parce que Bonnard est mort en 47, et donc en fin de compte on doit prendre en considération les années 20, 30. Bonnard, c'est là vraiment l'un des 5 artistes fondamentaux de la tradition picturale française, donc de cette époque bien sûr. Et donc cela, j'avais vraiment à cœur cette exposition de Bonnard, qu'elle soit ici, parce qu'avant le musée d'Orsay n'aurait jamais osé faire une exposition sur Bonnard, même si on a dans les collections du musée d'Orsay déjà 80 Bonnard, et c'est la collection la plus importante au monde de Bonnard. Donc en fait voilà, il faut avoir ceci à l'esprit, la division entre Beaubourg et le musée d'Orsay a fait en sorte que dès l'année 1986, quand on a créé le musée d'Orsay, Bonnard, qui est né en 1800, avant les années 1870, fait partie d'un artiste, enfin des artistes justement du 20e. Donc en fin de compte, tout ceci, c'est vraiment extraordinaire. Ceci nous permet de avoir Bonnard, Vuillard et Maurice Denis parmi les artistes qui, eh bien, font partie du musée d'Orsay et font partie surtout de la collection du musée d'Orsay. Et puis certaines œuvres aussi sont présentes au Centre Pompidou, comme L'Amandier en fleurs, qui appartient en effet au musée d'Orsay et qui reviendra au musée d'Orsay après cette exposition qui est considérée comme une exposition historique sur Bonnard. Bien, ceci étant dit, toutes ces possibilités de sauter sur ces périodes, de passer au-delà de ces barrières, eh bien, on l'a fait aussi avec la Dolce Vita. Avec cette exposition, nous avons voulu trouver ce titre, eh bien, en fin de compte, comment on a fait? Bon, on s'est dit, il y a une joie de vivre dans tout ce qui est présenté. Et ça ne fait pas penser au fascisme, en fin de compte, qui a été une tragédie, ça c'est évident pour l'Italie, et surtout dans, je dirais, son destin futur, parce que Mussolini a fait une erreur fatale, c'est-à-dire de choisir le camp d'Hitler, donc les dictatures, et puis contre les démocraties, bien évidemment. Mais en fin de compte, l'Italie, en 1945, était du côté des gagnants, des vainqueurs, et même si elle a été totalement détruite, et ceci dit, elle a pu justement montrer son agilité, sa propension à changer la donne en passant au-delà de certaines phases normales de développement et en devenant cette grande économie industrielle qui a permis au design de devenir ce qu'il allait devenir. Et déjà, tous ces échanges étaient en développement
développement, bien sûr, avec les années 20, les années 30. Et je dois dire que la thèse de justement l'expo Dolce Vita, eh bien, c'est vraiment le fait que le design a été le vecteur de cette modernité pour l'Italie des années 20, des années 30, et que l'unique explication qui permet d'expliquer ceci, eh bien, c'est cette vraiment floraison du design dans les années 50, 60. C'est une conséquence. Donc tout est déjà en lumière dans le travail de Ponti et de beaucoup de designers italiens de la première partie. Voilà. Je cède la parole maintenant à... Ah oui, on peut aussi parler des achats récents du musée d'Orsay, bien sûr. Voilà, nous avons ici, nous sommes d'ailleurs très fiers de ceci. Bon, ça m'avait un peu dérangé d'ailleurs de l'avoir acheté. C'est une œuvre très composite, très particulière. Spéciale, de Salvatore Cocco, une œuvre de 1878 pour offrir à la reine Marguerite, qui était encore la princesse et donc la femme de Umberto, l'héritier au trône. En fin de compte, ce sont les femmes siciliennes, les femmes nobles siciliennes qui ont fait en fin de compte ce bureau à cylindre et à battant, qui n'est pas évidemment une machine à coudre, mais on n'a pas de pédale, évidemment, ce n'est pas ça, c'est juste pour mettre les pieds de la princesse. Et donc c'est un meuble tout à fait incroyable, fou, je dirais. Et d'ailleurs, on peut voir les formes, on peut voir que déjà dans l'art italien, on a ce type de forme dans cet éclectisme néo-gothique sans style particulier et véritable. Et en fin de compte, tout est en préparation déjà au niveau de l'art nouveau, qui est en préparation, n'est-ce pas, dans ceci, parce que vraiment on pense aux meubles à cylindre, en fin de compte, de Bugatti des années 1900. Ensuite, une autre œuvre achetée, acquise récemment, très difficile en fait à montrer, parce que c'est quelque chose de merveilleux. C'est une armoire cabinet mauresque, formant un secrétaire, en fin de compte. Donc, ça a été fait par Daniele Lovati, qui est une artiste italienne qui a travaillé énormément pour l'exportation, en particulier pour les Earthen Brothers. Donc les frères Earthen, qui sont les premiers designers en fin de compte de l'histoire américaine, et ils ont, Daniele Lovati a travaillé énormément pour justement exporter vers les États-Unis, parce que cette Amérique des grandes fortunes de l'époque, en particulier, je pense à Vanderbilt, et puis tous les manias, en fin de compte, du pétrole, du chemin de fer, delle ferrovie. Donc des chemins de fer étaient vraiment des richesses incroyables qui faisaient venir beaucoup de pièces, beaucoup de mobilier, d'œuvres d'art depuis l'Europe. Bref, tout ceci est vraiment incroyable. C'est un objet très très grand, en fait, très haut, qui peut être contenu dans très peu de salles. Il fait pratiquement 3 mètres de hauteur, figurez-vous. Et donc c'est très composite. Ça fait vraiment penser un petit peu à une façade de la cathédrale de Florence, qui a été finie justement à la fin du 19e, de même que le dôme de Milan, cathédrale de Milan. Et ce style totalement néo-gothique qui triomphe justement dans cette œuvre, et nous devons aussi exposer au musée d'Orsay, parce que c'est fondamental. Et puis ici c'est plus traditionnel, très intéressant également. Nous avons acheté ceci, c'est un bureau, fauteuil et table d'appoint. Voilà, fauteuil et table d'appoint de Federico Tesio, qui est un designer donc il s'agit d'un designer de Turin, donc turinois, qui a été considéré toujours comme l'un des symboles de l'art nouveau italien. Et bien sûr, c'est une allure grecque, néo-grecque, avec des dessins
particulier. Alors, je ne suis pas spécialiste des arts décoratifs et du design. Beatrice, malheureusement, nous manque énormément. Et puis aussi les conservateurs. Les conservateurs peuvent bien sûr s'exprimer bien plus que moi au niveau de ces aspects du design. Mais néanmoins, une grande compréhension de l'importance du design dans cette collection. Ici, nous avons des meubles d'Eugenio Quarti, le guéridon circulaire, chaises et bureaux coiffeuses, c'est magnifique aussi. Ici, une chaise, l'une des premières œuvres que j'ai achetées quand je suis arrivée au musée d'Orsay. J'en suis très fière. C'est un exemple tout à fait intéressant, un peu trop composite, peut-être comme style Art Nouveau. Et puis, bien sûr, ce fantastique psyché de Bugatti qui a été faite par le biais d'une dation. Donc une dation, c'est-à-dire un système tout à fait spécial qui permet aux héritiers de payer des impôts au lieu en donnant des œuvres à l'État. Voilà, donc il s'agit d'une dation. Non esiste ancora in Italia. Ah, en Italie, ça n'existe pas encore, d'accord. Et puis aussi, nous avons acheté, il y a 4 ans maintenant, ce meuble fauteuil à dossier mobile superbe, de style du Carretto Siciliano, c'est de Ernesto Basile, qui est ce grand designer de l'Art Nouveau à Palerme, à l'époque, et vraiment dans ce parcours de grand succès des œuvres siciliennes, on pense en particulier à la Cavalleria Rusticana, qui a un succès international immédiat d'ailleurs à partir de 1890 et qui a eu beaucoup de copies, de développement et je dirais d'autres œuvres dans le style, dans le design justement de ces années-là. Et puis on a acheté aussi il y a quelque temps, c'est Beatrice Avanzi qui l'avait trouvé, c'est cette œuvre magnifique de Umberto Bellotto et Giuseppe Barovier, le vase plume de Pan. Il s'agit d'une œuvre tout à fait splendide de l'Art Nouveau vers 1914. C'est vénitien au moment, comment dirais-je, le plus magnifique de sa florescence et de sa floraison. Et donc il y a 2 ans, nous avons acheté aussi cette œuvre que je ne connaissais pas, c'est un porte-fleurs de Alberto Gerardi qui date des années 20, donc après la Première Guerre mondiale, en verre et fer forgé. Il s'agit d'une œuvre qui nous a intéressés énormément parce qu'elle nous fait déjà penser, en fin de compte, avec ses formes totalement stylisées, à des œuvres plus récentes de Giuseppe Penoli. Donc oui, tout à fait. Et puis Beatrice Avanzi aussi a trouvé cette magnifique œuvre de Vittorio Zecchino, et c'est superbe, c'est 1001 nuits. Ça nous permet vraiment d'avoir un Klimt d'une certaine manière, n'est-ce pas, une façon de Klimt dans les collections du musée d'Orsay. Et puis, il y a 2 ans maintenant, nous avons acheté cette version incroyable du Vir Temporis Acti en bronze de Adolfo Wild. Il s'agit de la première œuvre de Wild qui est entrée dans les collections françaises. Nous l'avons acheté il y a maintenant 2 ans et c'est quelque chose de magnifique. C'est un chef-d'œuvre de Wild. Il y a très peu de versions aussi belles et aussi parfaite de ces œuvres les plus célèbres de Wild, conçues en 1905. On a aussi des versions de 1911 et ça a été d'ailleurs présenté aussi durant la grande exposition de Wild où on a refait d'autres exemplaires de son propre travail en 1921. Voilà. Lascio la parola a Ophélie Ferlier. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette journée d'études autour des 2 expositions qui ont lieu conjointement au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie, nous avons choisi de questionner la notion de la modernité dans les murs justement d'un musée qui s'efforce de proposer une histoire de l'art la moins exclusive possible et reflétant la variété des réalités artistiques et des productions artistiques.
Pour nombre de personnes, et même pour beaucoup d'historiens de l'art non familiers de l'art italien de la première moitié du XXe siècle, la modernité n'est pas un concept consubstantiel à l'art de cette période, le futurisme mis à part. C'est bien évidemment aller trop vite en besogne et confondre erronément modernité avec rejet de l'art du passé, quand le ferment de la modernité est bien davantage à chercher dans le sujet, la ligne, la forme, le refus de l'imitation pure ou encore l'individualité. De fait, la modernité, sa définition, ses questionnements sont omniprésents dans l'art italien de cette période, et on va le voir tout au long de cette journée. Et les acteurs, critiques et artistes revendiquent pour beaucoup activement justement une forme de modernité. On pense bien sûr au Novecento Italiano, le mouvement impulsé par Margherita Sarfatti, qui souhaite certes retrouver les valeurs du grand art italien, mais dont le nom même note la volonté d'être de manière tangible dans le jeune siècle, voire de s'en faire l'interprète, puisque Novecento correspond à notre XXe siècle. Moins attendu, Wild affirme lui aussi une forme de modernité quand il dit trouver sa voie en conservant une filiation avec l'art ancien tout en s'accordant avec la pensée moderne, mais il se déclare toujours, je cite, absolument rebelle à l'art d'aujourd'hui. Le même Wild affirme en 1928 dans une lettre à Ugo Oietti « J'ai pour seul point commun avec les maîtres anciens la préoccupation de sculpter pour le futur, c'est de l'avenir que j'attends la sanction. » Pour enrichir et nourrir nos échanges, nous avons souhaité convier historiens de l'art italien et français à un dialogue, et nous tenons à remercier tous ceux qui aujourd'hui nous honorent de leur présence. Nous n'allons bien sûr pas aborder tous les aspects de cette période fascinante et foisonnante, en nous concentrant principalement sur les arts décoratifs au sens large et la sculpture, en résonance avec nos deux sujets d'exposition. On peut d'ores et déjà dégager de grands axes des sujets que les communications d'aujourd'hui vont aborder, la notion de style, celle d'un art proprement italien ou non, la question des échanges, particulièrement entre la France et l'Italie, les artistes qui voyagent, qui exposent dans toute l'Europe, les liens entre art et politique et l'inscription de l'art de cette période dans son époque. Je finirai donc cette brève introduction par une nouvelle citation d'Ugo Oietti concernant Wild. Ugo Oietti qui voyait en Wild l'interprète idéal d'une époque fatiguée et anxieuse, crédule et curieuse.